Arabelle FM, ma radio. Midi et quart sur Arabelle, on démarre donc votre édition de la rédaction en compagnie de notre partenaire du jour, l'éditeur Couleur Livre. Denis Jacquemin est avec nous en studio pour nous parler de son ouvrage intitulé Cour pénale internationale, quelle justice pour les crimes de masse. Denis Jacquemin, bonjour. Bonjour. Alors, vous commencez votre livre en rappelant un petit peu l'histoire de la CPI, l'histoire du droit international. En fait, votre point de départ, c'est la création du tribunal de Nuremberg. C'est donc avec Nuremberg que le droit international a commencé à se développer. Oui, tout à fait. Donc, c'est le début du droit pénal international. C'est donc la première fois qu'on décide que les crimes commis pendant la Deuxième Guerre mondiale sont tellement importants qu'il faut véritablement un jugement pour les leaders politiques et militaires de l'Allemagne nazie. Alors, Denis Jacquemin, vous évoquez 3 générations de juridictions pénales, les tribunaux ad hoc, la CPI et les tribunaux mixtes. Peut-être un mot tout d'abord des tribunaux ad hoc et des tribunaux mixtes. Les tribunaux internationaux ad hoc, c'est par exemple la TPI pour la Yougoslavie ou le Rwanda, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Donc, ce sont des tribunaux qui ont été institués pour une situation particulière. Donc, le TPIR, bien sûr, pour le Rwanda en 94 et le TPY pour la Yougoslavie en 93. Donc, ce sont effectivement des tribunaux qui ont une compétence assez limitée, vu qu'ils ont une compétence géographiquement limitée sur des crimes qui sont produits sur un territoire particulier, et ensuite avec une durée particulière, donc des crimes commis entre telle et telle date. Ce sont des tribunaux qui vont d'abord avoir vraiment un rôle de pionnier, puisqu'ils vont parvenir à définir certains crimes, à mettre en place certaines procédures, notamment pour l'audition des témoins, mais ce sont des tribunaux qui vont coûter très cher et qui vont durer très longtemps. Donc le TPIR maintenant est fini depuis 2015, mais il y a encore des suspects qui sont en fuite. Le TPY continue son travail. Donc on voit que même 20 ans après, le TPY et le TPIR ont encore du travail à faire. Alors est-ce que ces tribunaux, ils ont été utiles pour, d'une part, rendre justice aux victimes, mais aussi pour que les responsables rendent des comptes? On pense à la Bosnie-Herzégovine, notamment. Oui, tout à fait, bien sûr. Donc, plusieurs hauts dignitaires serbes et croates ont été jugés, avec des grands procès comme ceux de Mladic et Karadzic. Bien sûr, il y a évidemment le fait que ces tribunaux aient mis tellement de temps à juger les personnes inculpées. On a eu la mort en détention de Milosevic, qui est quand même un gros coup médiatique difficile à gérer pour le tribunal, vu que un des suspects les plus médiatiques est mort en détention et donc ne sera jamais jugé. Maintenant, ces deux tribunaux ont aussi mis en place une véritable jurisprudence, donc une façon de voir comment les crimes peuvent être jugés, de comment on peut entendre les témoins, toutes des procédures qui vont en fait être reprises après par la CPI. Alors on sait qu'il y a certains accusés qui ont remis en question la légitimité des tribunaux comme le TPY. Est-ce que ça change quelque chose pour le jugement de ces personnes-là, ou est-ce que le tribunal continue son travail de manière normale, disons? Alors, il est évident que quand on juge des personnes à des niveaux politiques et militaires très élevés, on rentre effectivement directement dans la politique. Évidemment, il y a une question de légitimité très importante. Être jugé par un tribunal pénal international, c'est quelque chose qui est difficile à imaginer pour un dirigeant. Et donc, effectivement, certains dirigeants ont accusé les TPI, TPY, d'être à la solde des puissances. Et c'est le même débat qui revient avec la CPI. Il est évident qu'à partir d'un moment où on juge des hauts responsables politiques, la géopolitique s'invite dans le procès. Ça, c'est difficile à éviter. Alors, parlons maintenant de la Cour pénale internationale qui représente à elle seule la deuxième génération. Des détails peut-être à propos de la CPI, Denis Jacquemin. Quand a-t-elle vu le jour et quel est son rôle? Peut-être nous rappeler un petit peu tout ça. Très bien. Donc, le statut de Rome, qui est le traité sur lequel se base la CPI, a été signé en 1998. La Cour est entrée en vigueur en 2002, c'est-à-dire qu'elle n'est compétente que pour les crimes qui sont produits après 2002. C'est la première fois qu'il y a une Cour permanente, vu qu'avant on n'avait que les tribunaux ad hoc. Donc elle a potentiellement une juridiction universelle. Alors, évidemment, elle n'est compétente que pour les crimes qui sont déroulés sur le territoire des États qui ont signé le statut de Rome ou qui ont accepté la compétence de la Cour, et donc uniquement depuis 2002. Alors la CPI travaille sur plusieurs catégories de crimes. Je pense qu'il y en a 4. Est-ce qu'on peut avoir des précisions peut-être? Tout à fait. Donc vous avez les 3 premières catégories qui sont le crime de guerre, crime contre l'humanité et crime de génocide. Et un 4e crime qui est le crime d'agression, qui est un peu particulier parce qu'il était compris dans le statut de Rome, mais n'a été appliqué que bien plus tard. Donc en fait, il a été appliqué à partir de la conférence de Kampala de 2010. Et il a fallu attendre que 30 États ratifient ce nouvel amendement. La Palestine a été le 30e État à le faire en juin dernier, en 2016. Et donc, à partir du 1er juillet 2017, cette compétence pourrait s'appliquer
pour autant que 2 tiers des États qui ont ratifié le statut de Rome activent cette compétence. Alors peut-être les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU n'ont pas vu d'un très bon œil la création de la CPI à l'heure où elle a été créée. C'est notamment le cas de la Russie, de la Chine ou encore des États-Unis. Est-ce qu'il y a eu des avancées sur la création depuis lors ou est-ce que les États-Unis notamment bloquent toujours le travail de la CPI? On reste dans une situation qui est à la limite même pire que lorsque la CPI que le traité sur la CPI a été signé, puisque les États-Unis ont signé le traité mais ne l'ont jamais ratifié. Sous George Bush, la signature a même été annulée. Et donc, en fait, on est à une situation encore pire que celle du début, puisque, effectivement, la Chine, la Russie, les États-Unis, mais on peut aussi ajouter l'Inde et Israël, ne sont pas partis à la CPI. Et donc, les crimes qui sont commis sur le territoire de ces pays ou par des ressortissants de ces pays ne peuvent pas être jugés. Donc, effectivement, c'est un problème de légitimité énorme à partir du moment où 3 membres du Conseil de sécurité, 3 membres permanents, ne sont pas membres de la CPI. Donc ça bloque pas mal le travail de la CPI. Vous avez évoqué le cas de la Palestine il y a quelques instants. Si Israël n'est pas parti, donc on ne peut pas juger cet État pour, par exemple, les crimes contre l'humanité qui auraient pu être commis par l'État d'Israël. Alors la Palestine est membre de la CPI et pour l'instant, il y a une enquête préliminaire sur l'intervention qui a eu lieu lors de la raison de la flottille humanitaire de Gaza, je pense que c'était en 2010, où les forces israéliennes ont effectivement arraisonné des bateaux qui s'apprêtaient à forcer le blocus israélien vers Gaza. Donc effectivement, c'est possible d'effectivement avoir une action au niveau de la CPI sur des crimes qui auraient eu lieu en Palestine. Maintenant, c'est extrêmement compliqué. Alors, Denis Jacquemin, dans votre ouvrage, vous vous intéressez également aux relations entre la CPI et l'Afrique. Des relations pas toujours au beau fixe, je pense. Certains dirigeants africains dénoncent souvent un néocolonialisme de la Cour. Votre avis, peut-être? Oui, effectivement. Donc, je pense que le climax médiatique a été atteint en janvier dernier, lorsque l'Union africaine a pris une décision de retrait collectif de la CPI. Alors, le retrait collectif n'existe pas. Chaque pays peut décider de son retrait. Pour l'instant, plusieurs pays sont en pointe sur ce débat. C'est l'Afrique du Sud et le Burundi. Le Burundi, pour des raisons évidentes, puisque le Burundi est dans le collimateur. Les dirigeants burundais sont dans le collimateur de la CPI pour les troubles qui ont lieu après les élections en 2015-2016. L'Afrique du Sud, pour des raisons de plus de politique interne. Alors pour l'instant, seul le Burundi a effectivement notifié son retrait de la CPI. Il faut encore attendre 1 an avant que ce retrait soit effectif. Par contre, la CPI a d'autres soutiens en Afrique. On peut penser à la Côte d'Ivoire, à l'Ouganda ou au Nigeria, qui sont des pays qui soutiennent le rôle de la CPI. Alors évidemment, ce déséquilibre provient du fait que la plupart des premiers inculpés de la CPI étaient des Africains. Maintenant, il y a plusieurs raisons structurelles qui peuvent expliquer le fait que des Africains soient majoritairement à la CPI. Tout d'abord que, si on regarde les compétences de la CPI, qui est uniquement compétente après 2002, les années 2000 ont vu de nombreux conflits sur le territoire africain, notamment dans l'est du Congo. Ensuite, la CPI n'intervient qu'en 2e recours. C'est-à-dire qu'elle n'intervient que si les autorités nationales ne sont pas capables ou ne veulent pas enclencher des procédures. Et là, effectivement, au niveau des États africains, l'état de la justice parfois peut influencer ce débat. Et certains pays africains ont préféré, aussi pour des raisons politiques, que les procès aient lieu à La Haye plutôt qu'ils aient lieu à Kinshasa, par exemple. Alors, Denis Jacquemin, vous avez évoqué à propos de la CPI la longueur des procédures, ça coûte cher, des pays qui ne ratifient pas, d'autres qui se retirent. Alors, aujourd'hui, en 2017, est-ce que cette CPI a encore une légitimité? Est-ce qu'elle a encore un poids? Est-ce que les nations ont peur, justement, d'être jugées par cette Cour? Oui, effectivement, maintenant, on voit une certaine diversification, parce qu'on a quand même eu un focus assez important sur l'Afrique. Maintenant, il y a une procédure qui est en cours pour la Géorgie, suite à la guerre russo-géorgienne de 2008. Donc, on voit que le focus de la CPI s'ouvre, que des enquêtes préliminaires ont été menées aussi pour la Corée. Donc, vous pouvez voir sur le site de la CPI, il y a tout le volet enquête préliminaire et puis enquête en cours. Il y a 10 enquêtes préliminaires et 10 enquêtes en cours. Et on voit que le focus géographique s'étend très fort. Même chose pour la prégnance de la CPI. On voit maintenant que certains dirigeants rebelles africains commencent à poser des questions aux journalistes qui les interviewent. Est-ce que vous pensez que je pourrais être jugé par la CPI? Est-ce que ce que j'ai fait pourrait rentrer dans le cadre des crimes qui sont jugés par la CPI? Donc il y a clairement une appropriation des mécanismes de la CPI qui reste tout à fait imparfait pour les manques qu'on a évoqués avant au niveau de la Russie, de la Chine et des États-Unis. Mais néanmoins, on voit que la CPI devient un mécanisme quasiment normal pour juger des crimes les plus graves.
Alors peut-être une dernière question. On sait que les temps sont durs pour le droit international. On voit les conflits majeurs qui y a un peu partout dans le monde, que le droit de la guerre n'est pas toujours respecté, le droit international, le droit humanitaire. Est-ce que la Cour a encore un avenir dans un contexte, on le disait, aussi dur? On pense au conflit en Syrie, à la guerre interminable entre Israéliens et Palestiniens. Et bien évidemment, il y a d'autres conflits ailleurs dans le monde. Alors clairement, il y a certains conflits qui seront couverts par la CPI et d'autres qui resteront dans l'ombre, suivant l'état évidemment des ratifications. Maintenant, vis-à-vis des nouveaux conflits, on voit que certains pays commencent à réfléchir à l'avantage de la CPI. L'Ukraine, qui n'était pas partie au statut de Rome, a maintenant décidé d'accepter la compétence de la Cour pour les faits qui sont produits à Maïdan en 2014, donc la répression de la révolution de Maïdan. Donc on voit que des pays qui n'étaient pas du tout dans l'optique de la CPI commencent à réfléchir à la possibilité de soit adhérer au statut de Rome, soit accepter l'autorité de la Cour. Peut-être le mot de la fin, Denis Jacquemin? C'est clairement une aventure humaine absolument incroyable. C'est aussi une aventure en ce qui concerne les nouvelles procédures qu'il faut mettre en place, puisqu'on doit effectivement inviter des témoins, payer des billets d'avion, faire témoigner des enfants soldats. Ça pose tout plein de questions, de procédures qui font qu'effectivement c'est extrêmement complexe. Mais c'est clairement une construction qui va maintenant donner une sorte de bâtiment quasiment fini. Voilà, c'était donc la conclusion de Denis Jacquemin, auteur du livre Cour pénale internationale, quelle justice pour les crimes de masse, édité chez Couleur Livre, notre partenaire de ce lundi. Merci d'avoir répondu aux questions d'Arabelle. Merci beaucoup. Et c'est ainsi que l'on referme cette édition de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Un excellent appétit si vous êtes à table. Elio du Repos, bonjour. Bonjour. Yann Yambon, merci beaucoup pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes le ministre de l'Intérieur. Merci encore. Oui, merci. Bichara Kader, merci d'avoir répondu aux questions d'Arabelle. Avec plaisir. Laila Chaïd, je vous remercie. Merci à vous. Merci beaucoup Maggie de Bloc. Avec plaisir. Raphaël Yuji, bonjour. Bonjour. Philippe Houro, bonjour. Bonjour. François Berga, bonjour. Bonjour. Alain Grèche, bonjour. Bonjour. Non.